Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est vendredi, nous sommes le 15 octobre, j'espère que vous allez tous bien. Au programme de cette émission, nous parlerons de géopolitique aujourd'hui, le rapport de la France avec l'Afrique. On sait qu'il y a beaucoup plus et de plus en plus de concurrence pour les marchés en Afrique, pour la France qui a perdu beaucoup. On fera le point tout à l'heure avec nos chroniqueurs. La tension au Maghreb qui ne fléchit pas entre l'Algérie et le Maroc. Quelles peuvent en être les conséquences pour les deux pays? On se posera la question ensemble avec vous au 01 40 33 9000. Dans quelques minutes, nous serons aussi à l'écho de ce qui va se passer tout au long de ce week-end et à l'occasion du 60e anniversaire de cette terrible journée, de ce massacre d'Algériens à Paris. C'était le 17 octobre 1961, bien sûr. Nous serons notamment du côté de Épinay et de Villejuif et nous passerons aussi un petit coup de fil à notre ami Philippe Bouriaki, très en colère aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, vous le saurez dans un instant. Très en colère, le Philippe. Dans quelques instants, à découvrir bien entendu aussi le quiz. Nos chroniqueurs aujourd'hui, Emmanuel Dupuis, Sofiane Lagdari et Tariq Mami. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Mais juste auparavant et dans un instant, nous allons donc nous intéresser à quelques événements qui vont se dérouler tout au long de ce week-end à l'occasion de la célébration, à l'occasion de la commémoration du 17 octobre 1961, dont c'est le 60e anniversaire. On va être dans un instant du côté de Épinay, mais aussi du côté de Villejuif. Et j'en profite pour dédier cette émission et souhaiter un bon anniversaire à la meilleure des avocates, Besma Maghribi. Bon anniversaire Besma, cette émission est pour toi. Et maintenant, dans le Grand Forum, nous sommes à 2 jours de ce 17 octobre, date très importante, bien entendu, 60e anniversaire, plusieurs manifestations ont lieu. On va se faire l'écho de quelques-unes d'entre elles aujourd'hui, en vous rappelant celle prévue à Paris devant le Grand Rex, cette marche prévue à 15h ce dimanche. Nous sommes à Épinay avec Majid Chalal, qui est conseiller municipal d'Épinay, mais aussi membre du collectif Les Oranges, qu'on connaît bien. Majid Chalal, bonjour. Bonjour, c'est ça. Épinay, donc dimanche, à partir de 10h, que va-t-il se passer, Majid? Alors à partir de 10h, donc il y aura une commémoration non officielle donc de la date du 17 octobre 1961, organisée par le collectif Les Oranges Épinay. On invite donc l'ensemble des Épinaciens donc à venir commémorer avec nous cette période de ces événements donc de l'histoire française, parce que c'est quand même une histoire française, et faire en sorte que cette date puisse être reconnue localement par la municipalité, et qu'il y ait un lieu de mémoire officiel qui soit reconnu, et que cette date soit chaque année célébrée officiellement, et qu'elle fasse partie donc de la liste des commémorations officielles. C'est dimanche à 10h, à quel endroit? Alors 10h donc à Épinay-sur-Seine, place René Clair, donc c'est la place de l'église au centre-ville d'Épinay. Donc nous invitons donc les Épinaciens à y participer. Donc ça sera donc un moment à la fois de recueillement, mais aussi un moment convivial où on peut se retrouver et parler un petit peu. Voilà, donc c'est aussi un moment de lien social, et surtout c'est un moment où la transmission doit être au centre des débats, parce que il y a un enjeu aujourd'hui autour de la transmission. L'objectif de la reconnaissance de crimes d'État par la République s'impose avec acuité. Et parce que je dirais la génération de nos parents commence à partir, et donc il y a vraiment un enjeu autour de la transmission, et faire en sorte que les manuels scolaires puissent contenir en fait ces événements, notamment sur tous ces événements qui ont fait le passé colonial de la France, que la France a du mal à introspecter en raison donc d'enjeux politiques majeurs. Voilà. Très bien. Autre événement aussi que vous organisez le 24 octobre. Alors ce sont les Oranges, pour le coup les Oranges nationales, avec Mamet Kaki, donc qui la mairie d'Épinay. Alors je remercie d'abord la mairie d'Épinay-sur-Seine, c'est important parce que autant elle ne reconnaît pas officiellement donc cette commémoration, autant donc elle a laissé quand même une porte d'ouverture.
la porte d'ouverture, c'est d'inscrire au programme, dans la programmation culturelle, la pièce du 17 octobre 61, je me souviens, donc de Mamet Kaki, et donc elle sera donc programmée donc le 24 octobre, dimanche 24 octobre, à 16h, à la Maison du Théâtre et de la Danse, avenue de la Marne, à Épinay-sur-Seine. Donc on invite aussi encore une fois les Spinaciens et les gens donc autour du territoire, plus largement, à venir. L'entrée est gratuite. C'est parfait, évidemment. Rendez-vous donc du côté de Épinay-sur-Seine, donc ce dimanche à 10h pour les commémorations non officielles, vous l'avez rappelé, du 17 octobre et autres événements importants. Donc pièce de théâtre le 24 octobre, dimanche 24 octobre, donc à ne pas louper, bien entendu, du côté de Épinay-sur-Seine. Merci beaucoup, Majid Chalal. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt. À très bientôt. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et nous prenons la direction de Villejuif maintenant avec l'élu jeunesse de Villejuif, Mohand Warani. Bonjour Mohand. Bonjour à toi, plaisir de t'avoir. Plaisir partagé mon cher Mohand. Alors vous aussi, il y a des commémorations du côté de Villejuif avec, je crois même d'ailleurs, l'inauguration d'une place du 17 octobre 61. C'est ça, exact. À la demande de monsieur le maire Pierre Garzon, maire de Villejuif, et d'un certain nombre d'élus dont je fais partie, et l'élu à la culture et aux mémoires. Donc il y aura une place qui va être attribuée, qui va s'appeler place du 17 octobre 61. Pour nous à Villejuif, c'est une première, donc ce serait une belle inauguration. Et voilà, j'espère qu'elle sera suivie aussi d'un certain nombre de citoyens et citoyennes qui viendront partager ce moment. Donc dimanche 17 octobre à 11h à Villejuif, rue Paul Bert. Que va-t-il se passer, outre le fait d'inaugurer cette place? Il y aura autre chose de prévu? On a un gros point qui est une première pour la ville et une première aussi pour l'équipe municipale. C'est qu'on a financé, on a travaillé sur cette date plus d'un an en avance. On a financé un réalisateur et un acteur villejuifois qui s'appelle Walid Ben Mabrouk, qui réalise un moyen métrage de 35 minutes sur le thème des mémoires familiales et de cet événement. Et tout simplement, le titre s'appelle À fleur de peau, 35 minutes, où il raconte l'histoire, c'est un peu son histoire. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Yassine, franco-algérien, qui apprend tardivement son histoire familiale qui est terrible, qui a été cachée par sa maman et sa famille. Et il apprend malheureusement que son grand-père a été noyé lors du massacre du 17 octobre 61 avec plus de 200 Algériens à Paris à la Seine. Ça c'est prévu demain soir, samedi 16. Alors ça c'est prévu donc samedi 16, donc en amont, donc on appelle ça nous la commémoration culture. Donc 16 octobre à partir de 18h à l'espace congrès des Essolières à Villejuif. Donc il y aura l'accueil du public. Ensuite à l'ouverture, on a décidé de faire un concert un peu hommage aussi à Idir avec Kamel Tenfish, qui est percussionniste et un des fondateurs de l'ONP, Orchestre National de Barbès, que je pense que tu connais, qui sera accompagné d'un jeune artiste aussi qui monte, qui s'appelle Areski Amezian, qui est aussi franco-algérien. Ça en fait beaucoup des franco-algériens, mais on en a aussi besoin de cette diversité. Ça va faire peur à Eric, ça. Excuse-moi. Ça va faire peur à Eric. Ah oui, il y a en France, c'est vrai qu'il y a un vent de Zemmourmania qui est là, et c'est vrai que ces élus qui se mobilisent et qui prennent en main aussi un certain nombre de leurs responsabilités avec leurs délégations, en mettant en forme aussi des actions pour le devoir de mémoire, de vérité, et ne pas obturer, oublier l'histoire collective. Je trouve que ça a du sens. Et donc, il y aura ensuite la projection du film, qui sera clôturée par un débat sur la citoyenneté, le devoir de mémoire, de vérité. Est-ce que c'est un film qu'on pourra voir ailleurs qu'à Villejuif plus tard, peut-être? Excuse-moi, je sais pas. Oui, alors l'idée qu'on a, alors j'ai déjà fait le pas. J'ai sollicité le ministère de la Culture à Alger, parce que le but, tu sais que si on parle des colonies, pendant des années, l'Algérie et d'autres colonies africaines et partout dans le monde ont été pillées. Là, l'idée, c'est que ce film soit offert et qu'on puisse le projeter de l'autre côté de la Méditerranée. Et je pense que ça serait un signe fort de partenariat et d'envie de travailler, de coopérer avec des collectifs, avec des associations. Pourquoi pas aussi avec l'État, s'il le souhaite. Nous, on est prêts.
Très bien. Bah oui, on a un film qui est financé, qui est prêt, qui est en boîte. Donc nous, il y a l'utilité, on va dire, du réalisateur et de l'acteur, c'est que le film puisse tourner partout. Alors, Mohamed, on rappelle une dernière fois les deux rendez-vous. Donc, demain soir, première chose, 18h, concert, plus la projection du film. À Villejuif. Ouais. Voilà, à Villejuif. Et dimanche matin, donc, l'inauguration de la place 17 octobre 1961. Ouais. Alors, ouvert à tous, gratuit pour l'espace des Essolières. On peut attendre entre 300 et 500 personnes. Ouais. Donc, venez en famille, ramenez nos jeunes. Nous, je sais qu'on a sollicité le club de foot de la ville, l'USV Football. Donc, ils vont en venir avec 400 gamins. Goûter offert, café, thé, boisson. Donc, la ville met vraiment tout en œuvre pour que le public soit heureux de passer une belle journée de commémoration, de mémoire. Et que j'espère, on reconnaîtra très prochainement ce crime d'État. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed, en tout cas, pour toutes ces petites infos. Et on rappelle évidemment la grande marche prévue à Paris à l'occasion du 60e anniversaire du 17 octobre 61. Merci. Devant le Grand Rex. Salut, Mohamed, à bientôt. Au plaisir, ciao. Ciao. Et bien voilà, pour en tout cas ces deux rendez-vous importants, bien sûr, c'est dimanche donc à Villejuif et du côté de Épinay. Avec nous aujourd'hui, monsieur Emmanuel Dupuis, président de l'IPS. Comment ça va, mon Emmanuel? Ça fait longtemps. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Ça fait longtemps. À vous, Christophe, à Sofiane, à Tarek. Voilà. Heureux d'arriver un vendredi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le format vendredi, donc je suis heureux. Et puis les thèmes me plaisent. Ah oui. Particulièrement. Ah oui, ils me plaisent j'imagine. souvent. Allez, non, ils me plaisent tout le temps, mais là encore plus. Ouais, mais t'as le droit, mon Emmanuel. Et puis en plus, t'es dans ton élément là pour le coup. Ah Sofiane Lagdari est avec nous. Comment ça va, mon Sofiane? Toi aussi, ça fait longtemps. Bonjour Christophe, bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde, bonjour Tarek. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Bon, vous avez jamais fait d'émission ensemble, vous deux, hein? Si. Sur le site, hein. Ah oui, non, c'était pas la radio, pas la radio. Ouais, effectivement, vidéo. C'était en vidéo, ça s'appelait Géopolitique. Justement, ça tombe bien, on va parler de géopolitique. On va accueillir Tarek Mami dans un instant. Juste, on fait un petit coucou à notre copain Philippe Brouillaki, que vous connaissez, les gars. Ah, évidemment. Il est là, notre Philippe. Scène colère, bravo Philippe. Philippe, il est très en colère aujourd'hui. Salut, mon Philippe. Salut, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Vraiment désolé de perturber le déroulé d'aujourd'hui. Ouais, je suis ultra en colère. J'ai honte pour la mémoire de tous celles et ceux qui ont souffert des crimes de la colonisation. Il faut savoir qu'en février dernier, j'ai porté un vœu au conseil municipal demandant ce qui se fait dans plein de villes comme à Villejuif, et j'en suis ravi de voir qu'il y a des maires cohérents avec leurs engagements de gauche. J'ai porté un vœu pour qu'il y ait une place ou un square ou un parc pour le 17 octobre 1961 pour surtout inscrire dans le devoir de mémoire collectif l'histoire de France, toutes les histoires, il ne peut pas y en avoir qu'une seule. Et à ce moment-là, la maire d'Orly, Madame Christine Jeannaudet, maire conseillère départementale dite gauche citoyenne, je dis bien dite parce que faut voir ce qui s'est passé par la suite, m'a demandé d'amender mon vœu et qu'il soit moins restrictif selon elle, comme s'il y avait une surenchère à la mémoire, mais qu'on installe une stèle digne de ce nom à la mémoire de toutes les victimes de la colonisation française. Évidemment, comment s'y opposer? Et figurez-vous, ça a été voté en février dernier, et lundi, j'ai posé une question diverse, demandant à quelle période va être livrée cette stèle. Visiblement, ça a dû ruer dans les brancards, mais on a le fin mot de l'histoire, c'est que la personne qui était censée s'occuper de ça, on l'a gentiment obligé à prendre sa retraite, enfin pratiquement obligé, et donc ce dossier est sous un gros tas de poussière et personne ne l'a calculé. Et donc à la hâte, on s'est empressé de faire une plaque en alu et rajouter une plaque de plexi avec une gravure dessus, sauf que l'endroit où elle a été mise, alors on peut contester la stèle en elle-même, mais soit le geste est là et on va le saluer, mais l'endroit où elle a été mise, si vous avez un conteneur à poubelle, c'est le même, on est au même niveau. Au milieu de 5 bouches d'égout, dans un coin, renfoncement, le coin le plus sale de la ville, le plus horrible, c'est-à-dire que les gens passent devant, ils croient que c'est un panneau pour indiquer un bâtiment public ou autre. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait une stèle. Premièrement, on n'a pas été avisé, on a appris hier au conseil municipal que la stèle avait été mise, et je vais faire remarquer à la fin du conseil municipal, madame la maire, la moindre des choses, c'est que lorsque vous décidez de mettre une stèle, c'est au moins de faire l'inauguration de cette stèle. C'est au maire
la dévoiler au public avec une cérémonie officielle. Alors que ce soit celle du 17 ou pas, peu importe. On aurait même pu la faire demain et puis nous, on en aurait profité le 17. Mais là où elle est mise, et la stèle en elle-même, moi je vous invite à aller sur ma page Facebook, Philippe Nadji, Nadji, Bouriachi, Bouriachi, et vous pourrez laisser le commentaire de votre choix, trouver que si ma colère de tout à l'heure est saine, ou si elle était disproportionnée, ou, enfin, bref, sérieusement, c'est pas possible. On ne peut pas accepter d'être des Français de seconde zone. On ne peut pas être accepter d'être descendants d'esclaves, descendants de gens qui ont été déportés, des gens qui ont été torturés, qui ont été assassinés, et qu'on nous traite de cette sorte-là. Nous ne demandons pas la réparation, nous demandons juste la reconnaissance officielle d'un crime d'État, et j'en appelle maintenant au chef de l'État Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités en tant que chef de l'État. Ça va bien, merci. Et qui le mettent à l'agenda mémoriel national, comme d'autres commémorations. Il n'y a pas de surenchère. Je suis pas là en train de dire pourquoi eux y ont le droit et pas nous. Je suis en train de dire qu'il y a une page sombre de notre histoire qui est le plus gros crime à Paris après la Commune, orchestré et décidé et ordonné par un certain sinistre préfet Papon qui a quelques années auparavant déporté des enfants juifs. Donc vous voyez la veine dans laquelle on s'oriente, et on ne peut plus passer sous le silence. Nous demandons officiellement l'ouverture des archives aux historiens qui sont indépendants et qui sont neutres, pour enfin connaître la réalité de l'ampleur de ce massacre, pour que enfin on puisse ouvrir cette séquence mémorielle et faire le deuil. Nous sommes nombreux et nombreuses à souffrir de cette situation et à mal le vivre. Alors soit on considère qu'on est des Français à part entière et qu'on nous donne aussi, nous, notre moment de recueillement, et qu'on avance ensemble. Moi, dimanche, vous savez, j'organise la commémoration à 14h, anciennement place du Fer à Cheval, mais place Gaston Viens, concernant le 17 octobre 1961, et on finira avec l'hymne national algérien et l'hymne national française. Parce que je suis français, je suis fier d'être français, mais en tant que français, j'assume tout, le bien comme le pas bien. Et donc, nous, les Français de France, les Français d'ailleurs, nous demandons la reconnaissance officielle de ce crime d'État, et que celles et ceux qui ne veulent pas jouer le jeu, qu'ils ne le jouent pas, mais surtout qu'ils ne nous insultent pas. Qu'ils nous insultent pas. Voilà, c'est avec ça, une Philippe. Indigne de ce nom, et dans un endroit ignoble et inadmissible. On ne mettrait pas des cafards à cet endroit-là. Pourquoi on met une stèle de commémoration? C'est quoi le signe qu'on envoie? C'est quoi le message qu'on voulait nous dire? Je suis scandalisé, je suis outré, j'étais très en colère tout à l'heure, je suis en train de redescendre, mais j'ai pas atteint mon niveau de zénitude la plus totale, et franchement, c'est indigne d'une élue de la République, ce comportement et cette indifférence totale à plusieurs centaines de personnes dans la ville, mais plusieurs milliers et millions dans toute la France, qui ne demandent qu'une chose: pouvoir permettre de réaliser le devoir de mémoire et le deuil. Surtout le deuil. Allez mon Philippe, ça va redescendre en tout cas, et merci pour ta brillante colère en tout cas, parce que voilà, on sent que ça vient du cœur, et pour le coup voilà, Philippe n'a encore pas atteint le statut de la langue de bois politique, hein, pour le coup, voilà, il est 100% naturel. Et on appelle, et j'invite les gens à aller voir la vidéo et d'apporter leur soutien, et de ne pas rester juste voilà, à regarder de loin. On est tous concernés, c'est une question de mémoire, que ça soit dans la ville d'Orly ou ailleurs. Exactement. Bon, en tout cas mon Philippe, rendez-vous dimanche, hein, et Emmanuel Macron d'ailleurs devrait prendre la parole là-dessus sur le 17 octobre, a priori c'est acté. Maintenant, qu'est-ce qu'il va annoncer, on verra. Mais a priori, voilà. Il sera le bienvenu à Orly. Et à Orly, ça m'étonnerait qu'il vienne à Orly, hein, Philippe, très sincèrement. Non, mais d'accord, peut-être qu'il viendra pas à Orly. Depuis qu'il a marqué son penalty, ça y est, c'est fini. Un gros but, hein. Ce que je veux dire, Christophe, faire une commémoration à Paris, bien sûr, c'est symbolique, c'est fort. Bah oui. Mais celles et ceux qui sont montés sur Paris venaient des bidonvilles, des quartiers populaires, de la banlieue parisienne. Alors, s'il se dit être le président du peuple, il devrait, et il y en a demain à Grigny. Vous avez entendu ce qui va se passer à Villejuif, il y en aura à Ivry, il y en aura à Vitry, il y aura à Nanterre à 17h dimanche, il y aura à Orly à 14h. Et moi, il y a plusieurs élus de la République qui ont répondu présent, certains qui ne pourront pas mais qui se feront représenter. Et vous avez des gens aussi bien de droite, de gauche que de la République En Marche qui seront présents. C'est un moment solennel de la République française, et tous ceux et toutes celles qui respectent la République, qui aiment la République et qui aiment la France seront les bienvenus. Nous les accueillerons avec dignité et respect. Et si Emmanuel Macron vient,
il aura à la fin le thé de la fraternité et de l'amitié avec tous les autres. Il est le bienvenu. Merci mon Philippe. Il est le bienvenu. Bon, Tarek. Si vous voulez voir le président Emmanuel Macron, allez demain au pont de Besançon, parce qu'il va s'y rendre demain, donc après-midi. Et donc, ça sera... Qu'est-ce qu'il va y faire là-bas? Il va dire un mot, il va faire quelque chose. En tout cas, c'est la première fois qu'un chef d'État se rend physiquement quelque part. Si j'ai bien compris, ici l'indiscrétion donc se confirme. Demain après-midi au pont de Besançon. Il va parler quoi, du 17 octobre? Oui. Ah ok, d'accord. Donc c'est demain. C'est demain qu'il devrait s'exprimer. Il sera très attendu. Oui, très attendu, oui, absolument. Merci mon Philippe, je t'embrasse. Voilà, comme ça vous avez l'info. Voilà, il va y aller, c'est rapide pour lui. Voilà. Très bien. Bon, les amis, dans un instant on va faire un peu de géopolitique. Et j'en appelle à de la discipline, c'est-à-dire que chacun puisse parler, évoquer ses arguments, analyse avec les auditrices et auditeurs qui souhaitent prendre la parole au 01 40 33 9000. On va prendre deux sujets principaux. La France, le rôle de la France en Afrique. Elle a perdu quand même pas mal du marché africain, on verra notamment avec Emmanuel. Et puis les tensions au Maghreb qui peuvent aussi être analysées sous un angle totalement objectif et dépassionné. Ces relations donc Algérie-Maroc principalement qui nous intéressent bien sûr. Et puis on parlera aussi un petit peu de la Tunisie parce qu'il y a un certain ex-président Marzouki là qui fait des siennes, Tarek. Vous nous en parlerez aussi tout à l'heure. Je n'ai pas pour habitude de le dire, mais aujourd'hui je vais m'occuper de son cas. Comme Mesri Haddad. Je ne sais pas si vous avez vu le post de Mesri Haddad. Non, mais je vais m'occuper de son cas. Allez sur le profil de Mesri Haddad, vous verrez ce qu'il dit. Mesri Haddad qui est, Emmanuel? Mesri Haddad, c'est l'ancien ambassadeur. Le dernier ambassadeur de Ben Ali à l'UNESCO. Oui, qui est parti, qui est resté, qui est un fervent opposant à la trajectoire démocratique, avec beaucoup de guillemets, qu'a prise l'Algérie depuis... L'Algérie, non, la Tunisie. Pardon, la Tunisie. Emmanuel. Vous inquiétez pas, je suis là. La Tunisie je suis là pour surveiller les lapsus. La Tunisie depuis le départ de Ben Ali en février 2011. On a l'habitude sur les écrits de parler de l'Algérie, mais non, mais parce que j'étais encore sur la célébration du 17 octobre. Alors, et je me réjouis que le président, en espérant, fasse quelque chose. Alors, c'est juste tu me donneras ton avis, ça m'intéresse sur la vision éventuellement. On y viendra. C'est juste. Mais il y a un rétropédalage ou juste un petit mot pour donner de l'eau à la bouche à ceux qui sont pour Marzouki, à ceux qui sont contre Marzouki, à ceux qui étaient contre, ils l'ont chassé donc. Non, mais à ceux qui sont pour Kaïs et contre Saïd, c'est le seul pays dans lequel avec 1700 voix vous devenez président de la République. Et avec 205 partis aussi, hein. Non. En 2011, il n'y avait pas de 100 partis. Commencez pas à faire de la géostratégie à partir de Paris, puisque c'était une émission de géostratégie. Le jour, attendez. Il n'y avait pas encore les 250 partis, mais il y avait par contre les partis anti-Ben Ali, tout ça, qui, c'est normal, étaient en vogue. Et en tout cas, si vous allez vous présenter en Tunisie en 2011, cher Emmanuel, avec 1700 voix, et si vous passez un accord avec Nahda, vous pouvez terminer président de la République. Bon, allez, dans un instant, tout à l'heure. on s'y attaque bien sûr dans un instant. La France, d'abord, premier sujet, dans un instant, la France, son rôle en Afrique. Est-ce qu'il est en train de fléchir? Quelle est un petit peu la tendance pour la France qui a des difficultés quand même dans certains pays d'Afrique, notamment au Mali? Je ne sais pas si les uns et les autres ont vu la phrase de Poutine ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Poutine? Et là, en clair, vulgaire, comme on est dans la journée de géostratégie, il dit la France, c'est terminé en Afrique. La France, c'est terminé en Afrique. Eh bien, est-ce le cas? Justement, on en reparle dans un instant, ne bougez pas. Ah oui, clairement. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, émission de référence, émission de réflexion, de partage, d'échange, de débat autour de l'actualité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu, parce que c'est vrai, on va quitter un petit peu notre France, on va pas parler de Zemmour, pas parler du pass sanitaire, pas parler de tout cela aujourd'hui, on va essayer de parler, de s'intéresser à un continent qui nous intéresse particulièrement, c'est l'Afrique. On sait que la France a un rôle très important en Afrique, la France-Afrique évidemment, vous connaissez, mais la France qui perd énormément, qui a perdu énormément, Emmanuel Dupuis, de son influence en Afrique. Si on peut faire un constat au jour d'aujourd'hui, en 2021, on sent qu'il y a beaucoup de concurrence, de nouveaux alliés pour l'Afrique, et l'Afrique devient, plus un terrain conquis pour la France, pour le coup, si on en croit, et on en voit quelques exemples, Emmanuel.
Oui, bah écoutez, j'ai sous les yeux un sondage réalisé par des copains du Conseil français des investisseurs en Afrique qui chaque année font un panorama très complet de la perception des pays, pas seulement de la France, vis-à-vis des chefs d'entreprise et notamment les chefs d'entreprise de l'espace francophone. Et je le redis à mes étudiants parce que les chiffres sont très parlants, hélas, sur, je le montre à mes camarades sur le plateau, vous voyez, le dernier notamment, sur 11 pays partenaires privilégiés pour l'Afrique francophone, partenaires étrangers les plus bénéfiques pour le continent africain, selon les leaders d'opinion d'Afrique francophone, où se situe la France depuis l'année dernière à la dernière position. Derrière un certain nombre de nouveaux entrants, l'Allemagne est devenue le premier partenaire en moyenne de l'Union européenne sur le continent africain. L'Allemagne, absolument. Ah oui. Qui jouit d'ailleurs de la meilleure image. 72% des Africains estiment que c'est un partenaire privilégié avec lequel ils souhaitent s'engager. Mais derrière nous, ou devant nous plutôt, ou derrière l'Allemagne, il y a le Canada, évidemment. L'Allemagne la Chine. qui n'a pas été un pays colonisateur. La Turquie aussi joue un rôle important aussi en Afrique. La Turquie, bien sûr, non. L'Allemagne a été une puissance coloniale. Non. Cameroun, un peu. Puissance coloniale, il n'y a jamais eu d'empire. Il y a eu des tentatives d'occupation du côté de la Namibie. Un peu d'histoire. Oui, allez-y. Et une bataille avec les Français pour le Maroc. Vous oubliez l'Afrique australe, mon cher. Allez-y. Vous oubliez le Tanganyika. Oui, vous oubliez la Namibie. Oui. Et vous oubliez le Togoland. Et le Cameroun occidental. Je termine, Tarek, s'il vous plaît. Qui ont été donc des possessions, donc des colonies allemandes. Je pèse mes mots en l'insistant. À partir de 1885 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, 1919. Après la défaite. Donc, elles ont été des puissances coloniales. Voilà. C'est dit. Beaucoup moins, en tout cas, que la France. On est d'accord. Et que l'Angleterre. Bien sûr. L'Allemagne, au niveau Europe, l'Europe de l'Est. D'ailleurs, pour être le plus précis possible, l'Allemagne n'a jamais bâti sa puissance sur la dimension de l'expansion coloniale, contrairement aux Pays-Bas, donc au royaume d'Hollande, donc aux Provinces-Unies, d'ailleurs, qui étaient associées avec l'Espagne, et contrairement à l'Espagne, contrairement au Portugal, contrairement à la Grande-Bretagne, bien sûr, et à l'Italie. Et la France, évidemment. Bien sûr. Donc, le premier partenaire aujourd'hui, l'Allemagne. Le premier partenaire en moyenne sur le continent africain, espace Union européenne, c'est l'Allemagne. Le premier partenaire, pour parler plus précisément sur le Maghreb, par exemple, de l'Algérie, ce n'est pas la France, c'est la Chine. Et le premier partenaire du Maroc, ce n'est pas la France, c'est l'Espagne. Avec 12 milliards d'euros de balance commerciale. Mais bon, au-delà des chiffres, vous avez raison. Moi, je suis un grand défenseur de la relation franco-africaine ou de la relation euro-africaine. Le président Emmanuel Macron, lors du sommet de Montpellier, la semaine dernière, a voulu inverser les choses en parlant d'un axe afro-européen. Peu importe dans quel sens on le met, peu importe si c'est un sommet Afrique-France ou un sommet France-Afrique, force est de constater que nous sommes poussés dans nos derniers retranchements et que les zones dans lesquelles nous étions entre guillemets à l'aise, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, donc l'Afrique qui dépendait de notre ex-empire colonial, là on peut le dire comme tel, Afrique équatoriale française jusqu'en les deux jusqu'en 1958, mais l'Afrique occidentale française, si je ne m'abuse, ça doit être 1895, et l'Afrique équatoriale française 1958, nous tourne un peu le dos. Alors, vous allez dire. Mais comment on explique ça, Emmanuel? Non, mais c'est juste intéressant parce que le même jour, une demande de précision. Quand on dit Afrique, Europe, on y met la Pologne. On y met là Pologne. Oui, Afrique, Europe, c'est. Oui, non, mais je fais exprès. Alors non, on y met le pays d'Orban. Tariq, on y met même mieux que ça. On y met tous les pays européens, donc les 44 pays européens, dont la Russie, en relation avec les 54 pays africains. J'accepte que l'on dise qu'il y en ait 55, pour la raison évidente qu'il ne va pas nous opposer ici même par rapport à l'existence ou l'inexistence ou la reconnaissance du Sahara occidental. Donc l'Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est l'Europe continentale. Non, mais l'Europe, comme disait le général de Gaulle, de l'Atlantique à l'oral. Oui, ou de Lisbonne à Vladivostok. Donc, aujourd'hui, clairement. Mais ce qui est intéressant, Christophe, c'est juste le même jour, à peu près, entre le sommet France-Afrique ou Afrique-France, se tenait en Italie avec Italie-Afrique. Oui, bien sûr. Et c'est très intéressant parce que la
Voilà, et c'est que Macron parle d'Europe et l'Italie parle Italie et défend ses intérêts. Et puis de la même manière, on en parlait juste avant en plateau, d'autres pays, je pense notamment à la Russie, ont le droit d'avoir leurs relations avec le continent africain. Bien sûr. La preuve en est, c'est qu'à l'occasion... On est gentil, c'est France Maghreb 2, on autorise les gens à avoir leur propre relation. C'est tant mieux d'ailleurs, mais la Russie ne nous a pas attendu pour l'avoir. Okay. Accessoirement, comparaison n'est pas raison, mais quand la France... On en est quand même au 28e sommet Afrique-France depuis 1973. La France, quand elle invite des chefs d'État, ce ne fut pas le cas, là, on pourra en parler, elle réussit péniblement à avoir une trentaine de chefs d'État, dont l'ADN ou la capacité de porter la démocratie est critiquable, au sens littéral du terme. Quand la Chine invoque sa relation avec l'Afrique, c'est 53 parce que 53 pays la reconnaissent, sauf un, Eswatini, ex-Swaziland. Et quand la Russie fait la première tentative, Sochi, novembre 2019, c'est déjà une quarantaine de pays. Donc vous voyez que la France est dans une logique de déclin. Évident. Parce que aussi, on n'y parle pas de politique avec les Chinois et avec le truc, on y parle plus officiellement dans les médias. Non, mais on y parle officiellement. Beaucoup de bémols. Non, mais excusez-moi, on y parle officiellement d'économie et on n'y met pas les conditions démocratiques que la France voudrait vendre comme vitrine de la relation. Oui, et donc, ça n'a pas empêché de signer un contrat de 10 milliards avec l'Arabie Saoudite. Oui, non, mais on y parle de géopolitique quand même. Hein. Alors, tout à fait. Justement, Tarek Mami, puisque on parle, donc, l'Allemagne est devenue le premier partenaire en Afrique. Commercial. En moyenne. Comment expliquer cette défaite? Parce qu'on peut parler d'une défaite de la France. Justement, cher Christophe, il y a eu l'affaire des sous-marins, mais là. C'est ce que je viens de dire très exactement pour moi. C'est la prétention de la France à proposer, à imposer aux pays africains un modèle démocratique qu'elle n'applique même pas chez elle, soyons clairs. Et donc, il faut un président élu, mais honnête, c'est lui qui fait non pas le coup d'État, mais qui travaille pour que le sondage et le résultat l'accompagnent. Et quand un chef d'État est tué, assassiné sous une tente, on commence par appeler son fils pour lui dire « ton papa a été tué et on va tout faire pour que tu prennes la place en termes de transitoire ». Ce que ne font pas officiellement les autres, qui se débrouillent autrement. Et donc, moi qui voyage un peu moins que Emmanuel en Afrique, dans les 3 pays du Maghreb et aussi en Afrique subsaharienne, les gens ont l'impression, dans leur tête, de dire « Tiens, il y a un pays qui nous a officiellement donné notre indépendance en 60 et qui aujourd'hui, ne serait-ce que par le franc CFA, qui fait beaucoup de mal dans la tête des gens, et par les visas, parce que les gens pensent que à partir du moment où on a été colonisé, aujourd'hui, on devrait avoir un aller-retour sans aucune condition, commence à rajouter la France parce qu'il leur semble, à tort ou à raison, que la France est là pour donner des directives qu'elle ne s'applique pas à elle-même. Et donc c'est ça qui fait que de temps en temps, un chef d'État, un gouvernement et surtout la société civile commence à dire bon, la France, il y en a marre, faut trouver autre chose. Alors justement, Sofiane Lakhdari... Et sur ce mot-là, et j'en termine vraiment très court, depuis la question du report et du sommet, le deuxième report en Tunisie, pour la première fois en Tunisie, il y a beaucoup de personnes dans les médias et sur les RS qui disent qu'est-ce qu'on gagne à être avec la 7e langue ou la 7e puissance économique mondiale. N'est-il pas temps de commencer à se poser la question si la Tunisie ne doit pas basculer comme d'autres pays sur l'anglais, la langue anglaise? Et donc c'est une question qui doit interroger la classe politique et le président français pour dire pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui commencent à dire vous faites référence au report, du sommet de la francophonie qui doit avoir lieu à Djerba. Oui, encore faudrait-il que le français soit la langue française. Il y a plus de locuteurs francophones en Afrique et la France ne tient pas la francophonie. On est d'accord. Vu de l'esprit de penser que la France tient par la francophonie. C'est le contraire. Beaucoup de pays qui pratiquent le français ont des politiques étrangères différentes. Je prends le cas de la RDC. C'est là où il y a le plus grand nombre de locuteurs, 83 millions de Français. Ils suivent pas forcément la position française. Oui. Voilà. Non, mais je parle de cette demande du peuple qui dit on doit aussi quitter la langue française. Il faut qu'on avance parce qu'il faut qu'on comprenne pour pas qu'on soit trop dans les détails pour les auditeurs. Ah, Tarek, Sofiane, on parlait de la France. Ouais. Maintenant, j'ai envie qu'on s'intéresse aussi à l'Afrique en tant que telle. Est-ce qu'il y a les cartes ont été un petit peu rebattues ou pas? Est-ce qu'il y a des puissances africaines qui ont émergé, qui se sont un peu plus mises en avant? Est-ce que les cartes ont été un petit peu bousculées au niveau de la diplomatie africaine de quelques pays, par exemple? Sofiane.
Ouais, moi je te vois venir, Christophe. Non, tu me vois pas venir, je pose des questions, Sofiane. Non, moi en tant qu'Algérien, je vois qu'il y a une diplomatie algérienne qui est de retour. Et on voit bien le jeu aussi que joue l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Il y a des puissances au niveau africain qui veulent s'imposer aujourd'hui. Des puissances africaines, voilà, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Quelles sont-elles ? Elles essayent aujourd'hui de s'imposer au niveau... ils voient que l'empire américain ou l'unilatéralisme américain commence à s'effondrer. Il y a des puissances émergentes, des puissances qui veulent, en disant les choses, se partager le gâteau africain de 7 000 milliards de dollars. Et du coup, tu as des puissances comme la Chine, la Russie, ils ont des alliés. Ils voient que les États-Unis ne s'impliquent plus comme avant en matant les dirigeants qui n'étaient pas d'accord avec elle, en envoyant des BC-2 et ce qu'on a vu en Afghanistan et en Irak, etc., au Yémen aujourd'hui. On voit bien l'interventionnisme américain, il a baissé. Il même s'éloigne de plus en plus vers la mer de Chine et sa bataille, sa grande guerre avec la Chine. Aujourd'hui, il y a des marges de manœuvre. On voit bien que l'Algérie, elle essaye de jouer un rôle au niveau régional avec les pays comme la Tunisie. Et on voit bien les liens très étroits entre l'Algérie et la Tunisie, où on voit moi, j'aspire à ce que ça soit ainsi, que ça soit un nouveau noyau à l'image franco-allemande au niveau de l'Union européenne, que ça soit au niveau du Maghreb, si ce n'est au niveau de l'Afrique. Et on voit bien qu'il y a des choses qui commencent à bouger. La France, elle commence un peu à s'éloigner de plus en plus. Peut-être après Emmanuel nous dira sur la sortie éventuelle de Barkhane ou la réduction de l'effectif soudain. On voit bien que l'interventionnisme même français commence à se rétracter. Mali, c'est un très bon exemple. Mali, c'est un très bon exemple. Je peux rebondir sur la question des puissances émergentes. Oui, bien sûr. Ça, c'est très important parce que les puissances émergentes africaines, elles ne peuvent émerger que s'il y a une unité africaine. Il y a une unité politique. Le retour du Maroc, après 33 années d'absence, en janvier 2017, a confirmé que l'Afrique, c'est 54 nations. Pardon, 55. Il y en a 50. Je vais y arriver. Ah, il veut imposer le sujet alors qu'on veut pas. Non, mais j'explique. Non, j'explique pour les auditeurs, pour que ce soit le plus calme, le plus pragmatique possible. Il y a effectivement 55 États reconnus au niveau de l'Union africaine, dont la République arabe sahraoui démocratique. Par contre, à l'ONU, il n'y a que 54 États, partant du principe que le sud du Maroc appartient au Maroc. Oui, que le sujet il est entre les mains de la décolonisation et vient de nommer Di Mistura que le Maroc refusait de sa nomination il y a 6 mois. C'était juste pour présenter les choses. Non, mais pour préciser pour les auditeurs. Je termine. Le sud du Maroc, vous visez le Sahara. Le Sahara, si vous voulez. Non, peu importe. C'est pour les auditeurs. Je crois que c'est très important de dire que, pour répondre à la question de Christophe, qui est la bonne question, l'émergence africaine, elle a longtemps été pensée à travers l'émergence d'un État puissant en Afrique. Moi, je ne crois pas. Parce qu'aucun État n'a la masse critique pour ça. Si on prend le Nigeria... C'était... Je dirais pas le vœu, mais je sais pas comment utiliser le mot. Les États-Unis d'Afrique, c'est ce que voulait le collègue Kadhafi, par exemple. C'est ce qu'a pensé Nelson Mandela. C'est ce que tous les chefs d'État africains, depuis l'indépendance, ont rêvé. Nous avons rêvé d'avoir des États-Unis d'Europe. C'est ce qu'a mûri le projet européen. Moi, je crois profondément, en livrant quelques chiffres sans être trop didactique, 500 milliards pour le Nigeria, l'Afrique du Sud, on est à 300 milliards, l'Algérie, on doit être à 225 milliards. Sur le PIB ? Au PIB. On est en moins de 180 milliards. Combien ? 180 milliards. Bon, il y a eu quelques. Il y a 210 en 2014. Quelques pertes et le Maroc doit être à peu près au pareil. Ça veut dire qu'aucun n'a la capacité. Par contre, si on prend l'Afrique en elle-même. Je parlais de 7 000 milliards. Donc la zone de libre-échange continentale, là le budget, le PIB de l'Afrique, c'est pour l'instant 2400 milliards. À la française. À la française, c'est exactement ça. C'est le PIB. C'est le PIB français. Et maintenant qu'il y a une zone de libre-échange continental, surtout avec le abolition des barrières douanières, évidemment réflexion sur cette monnaie anachronique qu'est le franc CFA, les deux. Je rappelle qu'il y a un franc CFA rejeté, Afrique de l'Ouest et un franc CFA Afrique centrale. Bref, la libération du commerce, c'est 1000 milliards d'euros de plus. Donc c'est vrai qu'il y a cette émergence continentale. Mais moi, je ne crois pas qu'un pays, plus que les autres, a vocation... C'est une unité continentale. C'est pour ça qu'on est en train de voir des blocs en train de se former. L'Algérie, ce qu'elle essaye de faire, c'est-à-dire de chapeauter un peu l'Afrique, le Maghreb. Oui, mais après le Maroc, on le voit de moins en moins Borreta ces derniers temps. Mais au niveau algérien, on voit la Mamra essayer de faire des visites et tenter de régler tous les conflits, que ce soit en Libye, on l'a bien vu, où on allait vers une division de la Libye. On a imposé une vision, à savoir une unité de la Libye qui finira par des élections au mois de décembre. On voit au Mali, aujourd'hui, d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. On voit au Niger
Niger. On voit certains pays où il y a des conflits, par exemple l'Éthiopie avec l'Égypte, où on était à la limite d'une guerre et il y a une implication de l'Algérie afin d'éviter l'étendue, parce que ça peut toucher, y compris le Soudan, l'Éthiopie, toute cette région au niveau de l'Afrique de l'Est. On voit bien une volonté de certains pays, avec bien sûr le soutien du Nigérien, la diplomatie nigérienne et la diplomatie sud-africaine. Une volonté avec des puissances étrangères qui imposent que ça soit plus l'interventionnisme à l'image américaine ou des coups d'État comme on a vu tout récemment en Guinée. Alors l'opération Barkhane. Je rappelle que les coups d'État ne sont pas que un fait francophone. Hein. Pas du tout. Moi, je ne fais pas allusion à la Guinée. Moi, je pensais aux États-Unis. Alors justement, pour amuser un petit peu les auditeurs, ce serait peut-être une question de quiz. Combien de coups d'État depuis l'indépendance? On en est à 150. Hein. Ah oui, quand même. 150 coups d'État sur le continent africain depuis les indépendances. C'est pas juste un fait francophone. Hein. Ça se passe partout, même dans l'arrière-cour britannique. À la Guinée, tu penses Il y a un pays. Il y a un pays qui remporte la palme. Le Soudan, notamment la tentative au Soudan il y a 3 semaines. Mais Emmanuel, il y a un pays qui porte la palme du nombre de coups d'État par rapport aux autres, ou c'est démocratiquement et équitablement réparti? Ah, le pays dans lequel il y aurait le plus de tentatives de coups d'État? Ah, bonne question. Ça, c'est une question quiz, ça. C'est une question quiz. Ouais. Vous êtes Mugabe, vu qu'il a duré le plus longtemps. Non, je pense que c'est la Centrafrique. Ouais. Mais là, ça, c'est un exemple bien, parce que là, c'est une implication directe des Russes avec le président Touadéra, et où les Russes ont permis en 26 semaines de récupérer des territoires, plus de 85% du territoire, et c'est cet exemple centrafricain qui commence à s'étendre, je pense qu'Emmanuel ne me contredira pas sur ce point-là, c'est que l'apport militaire russe à certains pays qui militent contre le terrorisme ou certains séparatistes, aujourd'hui, la Centrafrique, avec le président Touadéra, ils ont récupéré plus de 85%. Et la même stratégie, à mon sens, elle est au milieu russe en train de s'exprimer, que ça soit 26 semaines au Nord Mali, afin de faire le nettoyage avec l'aide de l'armée malienne. Sofiane a raison, je mettrais juste un bémol. En Centrafrique, c'est plutôt une implication directe de la Russie. Il y a 1175 formateurs russes et moins de Wagner. Dans d'autres pays, la présence russe n'est pas légitimée, ou en tout cas, elle n'est pas reconnue. Mais elle est présente au Mozambique, au Rwanda. Elle est de plus en plus présente. Pas officiellement. Il faut qu'on à l'image de Blackwater américain. Wagner. Mais il n'y a pas que Wagner aussi. Tarek Mami, l'opération Barkhane, on voit que la France, là, pour le coup, elle patauge énormément, et surtout qu'il y a un rejet de plus en plus important et cruellement affiché d'un rejet total de la France. Alors, moi, ce qui, en tant qu'analyste, en définitive, ce qui est toujours, malheureux et angoissant, c'est de constater le nombre de morts d'un pays, des soldats, pas les mercenaires. Les mercenaires, c'est leur métier, qu'ils meurent, ils assument, mais le nombre de soldats morts dans des opérations que l'État a renvoyées. Et je rappelle cette belle phrase, que la guerre s'est faite par des personnes qui se connaissent, à travers des personnes qui ne se connaissent pas. Et donc Barkhane, aujourd'hui, c'était pour faire reculer, en tout cas pour préserver l'unité de l'État malien, pour faire reculer les djihadistes, entre guillemets, et les terroristes, sans guillemets. Et aujourd'hui, la France se trouve donc à justifier cette présence militaire, humanitaire de continuité territoriale face à un peuple malien qui, lui, dit cette présence n'est pas pour préserver les intérêts du Mali, mais pour préserver les intérêts de la France et pour les pays voisins et pour préserver l'uranium, qui est le gros problème. Et c'est cette incompréhension aujourd'hui qui pose problème. Et donc Barkhane finira par se retirer. En tout cas, elle finira par être configurée Macron a menacé d'ailleurs à plusieurs reprises. Oui, annoncé. Mais elle va surtout, pour moi, être reconfigurée pour à la fois essayer de préserver, ce qui est normal des points de vue français, les intérêts stratégiques de la France, sans heurter ni l'armée malienne, qui est très faible. Et la faute que la France a fait en menant cette opération, c'est que contrairement aux Russes, y compris en Syrie, elle ne forme pas l'armée locale pour que l'armée locale puisse défendre son pays avec un minimum de fierté. Donc la France, quand elle vient faire le boulot. Et, on peut ne pas être d'accord, c'est normal. Alors que les autres, ils font le boulot. Par exemple, en Syrie, ils ont fait à la fois le boulot et ils ont accompagné la formation de petits groupes de l'armée syrienne. Et je termine par un mot. Ils ont appris à l'armée syrienne de faire ce que vous appelez tout le temps, cher Emmanuel, la guerre hybride, c'est-à-dire à la fois se battre comme une armée classique
et à la fois se battre comme une guérilla. Et ça, la France l'a pas fait en Mali. Pourquoi, Emmanuel, tu n'es pas d'accord ? Je suis pas d'accord. Premièrement, pour plusieurs choses. On confond deux choses, la mission Serval et la mission Barkhane. Oui. La mission Serval, effectivement, avait vocation, sur une durée de période courte, janvier 2013, août 2014, à contenir la montée en puissance et, pour ne pas dire la descente, littéralement, des groupes armés terroristes et des groupes armés tout court sur le Mali, donc protéger l'intégrité territoriale. C'est l'État malien qui avait fait appel à la France. C'est l'État malien de transition, le président de transition, tout à fait. Non, John Condé Traoré à l'époque. Bon, donc, peu importe. Donc là, c'est une opération qui n'a rien à voir avec l'opération dont on parle aujourd'hui. Oui. L'opération Barkhane, on a tort de la focaliser sur le Mali. L'opération Barkhane, elle est sur le Mali, elle est sur le Tchad. Sur le Sahel, en fait, sur le Sahel. Elle est en fait sur 4 pays. Elle est quasiment pas en Mauritanie, elle est sur le Burkina, elle est sur le Tchad, elle est sur le Mali et sur le Niger. Donc, attention à dire qu'il y a un rejet de Barkhane au Mali et il y aurait un rejet de Barkhane partout. C'est pas vrai. Moi, je parlais du Mali. Oui, il n'y a pas de rejet de Barkhane au Niger et il n'y a certainement pas de rejet de Barkhane au Tchad, puisqu'on n'a pas le droit d'exprimer un point de vue. On peut tordre la question sur tous les trucs. Pour les Maliens, Barkhane remplace Serval. Et pour les Maliens, et j'en ai dans tous mes réseaux comme vous, on ne veut plus de cette... Mais en quoi serait-il majoritaire ? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont majoritaires ? Sur quelle base vous pensez qu'ils sont majoritaires ? Ou légitimes ? Sur la base d'une partie de la presse. Oui. Et vous avez quelque chose d'extraordinaire. Le jour ça ne veut pas dire grand-chose, ça. C'est pas parce que la presse en parle. Tout ça fait partie de la stratégie. C'est la guerre informationnelle. Ils ont la chance au Mali de ne pas vivre dans un pays comme la France, c'est la guerre informationnelle, dans lequel vous faites 2 sondages par jour jusqu'à ce que vous trouviez le bon résultat. Non. Donc l'impression que j'ai, peut-être à tort, c'est que les Maliens considèrent que Barkhane est la continuité de Serval et que tout ça ne sert pas fondamentalement les intérêts des Maliens, mais qu'il sert les intérêts stratégiques de la France, parce que, encore une fois, ils n'ont pas l'impression que leur armée devienne plus forte depuis l'arrivée de Serval et de Barkhane. Voilà ma vision. Pourtant, depuis maintenant 1 an, l'armée est devenue plus forte parce qu'elle a pris le pouvoir et elle a chassé le régime civil. Donc l'armée, elle est quand même un peu... Donc elle est devenue plus forte contre son peuple, mais pas plus forte contre les terroristes. Non, mais c'est parce que j'essaie de penser comme vous. Vous dites que l'armée malienne n'est pas forte. Si, elle n'est pas forte dans la bataille à préserver son territoire contre les terroristes. Donc je vais jusqu'au bout. Justement, allons jusqu'au bout. Comme disait Tarak ici, il y a salle de shoot et il y a salle de, je sais pas quoi, Christophe, jusqu'au bout de prise de médicaments un peu moins, je sais pas quoi là. Allons jusqu'au bout de l'argument. Allons-y. À partir du moment où on n'est pas tout à fait en synchronisation entre les autorités maliennes d'aujourd'hui, les autorités maliennes d'hier, on est d'accord, les autorités françaises d'aujourd'hui, les autorités françaises d'hier, je rappelle quand même que l'intervention a été décidée par François Hollande pour défendre son ami Ibeka. Et ça, vous ne pourrez pas m'enlever. C'était l'époque de Ibeka ? C'était à l'époque, c'était l'époque de John Condé Traoré, et ensuite il a ramené au pouvoir Ibeka. Voilà. C'était l'international. Mais dans un premier temps, c'était l'international socialiste avec le président Issoufou au Niger. Et votre lecture est partagée. Et votre lecture est partagée beaucoup de Maliens qui disent donc que c'est une opération de copain-copain comme disait Marché. Ça c'était avant, si j'ose dire. Non, mais... Parce que c'était François Hollande. C'est pas tout à fait la même chose maintenant. Non, mais je termine juste vraiment 1 minute maximum. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les intérêts de la France au Mali, au risque peut-être de vous étonner, les intérêts économiques de la France au Mali, ils sont réduits à leur plus simple acquis. On est d'accord. Pour une raison très simple. On est d'accord. C'est que la France, et peut-être qu'il faut s'en étonner, non pas s'en plaindre, s'en étonner, part du principe que quand elle fait une opération militaire dans un pays, il serait spécieux, cavalier, d'en plus exiger, comme le font des Russes, des compensations financières. L'économie concessionnaire. Nous n'avons pas la même façon d'agir. Moi, j'ai rien contre, je constate que quand les Russes interviennent, ils interviennent avec une volonté de retour d'investissement. Comme dirait Ségolène Royal, c'est donnant, gagnant. Ben oui, mais ça, c'est pas la stratégie française. Ah bon, d'accord. En tout cas, c'est pas la stratégie que suivent. Au Mali, en tout cas. Ouais. Après que la France ait maintenu et maintiendra sans doute, nonobstant le redéploiement des troupes françaises, près de 1000 hommes au Niger et 1200 hommes au Tchad pour ces arguments, bien sûr. Mais là, on ne parle pas du Mali, on parle du Niger et on parle du Tchad. C'est pas tout à fait la même chose. L'opération Barkhane englobe, donc tu l'as dit, 4 pays. 5. En fait, la Mauritanie, mais il y a pratiquement rien. L'opération Barkhane, comme le dit Sofiane, est concomitant du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad.
Ouais, très bien. Alors, une question aussi importante, est-ce que, et là c'est tout à fait innocemment que je pose la question, est-ce que les récentes brouilles entre la France et l'Algérie, et notamment l'interdiction de survol du territoire des avions militaires français, peut aussi compliquer un petit peu la chose pour les opérations au Mali? Qui veut répondre à ça, je sais pas, mais en tout cas voilà. Emmanuel, alors j'aurais une réponse logistique et une réponse politique. Logistiquement, non. Peu importe. Si on nous interdit de survoler l'Algérie, on payera un peu plus de gasoil. Non, c'est pire que ça. On mettra un peu plus d'heures de vol. C'est pire que ça. C'est qu'on va contractualiser avec des entreprises ukrainiennes ou des entreprises biélorusses qui, eux, auront peut-être le droit de survol que n'auront pas les appareils français. Donc ça coûtera un peu plus cher. Pour le contribuable français. Logistiquement. Donc première réponse, c'est ça. Ça va coûter plus cher, ça contraint. Accessoirement, on peut passer par l'espace aérien marocain, on peut passer par l'espace aérien mauritanien, on peut passer par l'espace aérien tunisien. Mais ça, c'est plutôt logistique. Un petit peu plus difficile. Après, mais ça coûtera plus cher. Politiquement, ça démontre. Pour le contribuable français, déjà. Il y a le Qatar, je pense, les Émirats aussi, ils ont une caisse, ils financent cette caisse. Politiquement, je l'approfondis un peu. Pour moi, c'est un peu un étonnement, parce que autant il m'avait semblé que le redéploiement, il y avait une certaine logique, en fait, à fermer les bases du Nord Mali, Kidal, Tessalit et Tombouctou, pour se repositionner vers le sud Mali, vers le centre du Mali, Gossi, Ménaka et Gao. C'est ce qui est en train de se produire. Il y avait une logique qui, avec la capacité militaire et la reconnaissance implicite du rôle de l'Algérie, qui maintenant, avec le référendum de novembre dernier, autorise, je crois que c'est l'article 70, mais Sofiane lui dira le contraire, les troupes algériennes à dans le cadre de l'ONU. Dans le cadre de paix. Ou de l'Union africaine. L'ONU africaine. Mais le cadre de paix, mais pas agressif. Il faut que ce soit un mandat opération de maintien de la paix. Ça peut être département d'opération de maintien de la paix. Bien près du micro, tout à fait. Bon, bref, je termine mon propos. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est moi-même, je suis assez étonné parce qu'il m'avait semblé, en suivant ces questions quand même, comme du lait sur le feu, qu'il y avait un accord entre la France et l'Algérie. Tout à fait. Et que la France, partant, l'Algérie reprendrait son rôle. Tout à fait. Il me semble que la tension entre la France et l'Algérie remet en cause le dispositif. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre la logique. C'est tout. Laquelle logique? La française ou l'algérienne? Les deux. Les deux. La tension algérienne. Non, mais ça, c'est juste. Non, c'est juste une lecture erronée. La remettre en cause. Peut-être c'est juste une lecture erronée d'Emmanuel, c'est qu'à savoir que l'Algérie a changé sa constitution pour satisfaire les intérêts géostratégiques de la France. Non. L'Algérie, je pense qu'elle essaie. C'est ce que j'ai dit ? Non. non. Ah, j'ai pas dit ça. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord peut-être tacite entre l'Algérie et la France pour remplacer éventuellement les forces françaises. Non, c'est pas ce qu'il dit non plus. Il était dans la logique. Voilà. Ah, il était dans des accords. Les Français s'en vont, les Français ne s'en sont mais que les Algériens reprennent derrière. Voilà, mais c'est non, la vision algérienne, elle est tout autre. Mais la vision algérienne, elle était logique, si j'ai bien compris. Elle n'était pas parce que je fais. Moi, je vois que la logique algérienne, elle est complètement différente. Elle voit elle essaye d'aider certains, et c'est ce qui va dans le même sens que les Russes, c'est-à-dire d'aider les armées locaux à se développer éventuellement et de maîtriser leur propre territoire, d'apporter un soutien logistique, peut-être avec les satellites, peut-être avec les renseignements, etc., pour combler. Là, par exemple, ce qui se passe au Nord Mali, c'est un conflit entre l'Azawad, si on peut dire, la CMA. Ah non, mais c'est plus ça le conflit. Non, mais il y a des forces aussi qui sont déjà tacites et qui peuvent remplacer. Demain, si la France quitte d'une manière soudaine, elle quitte le Nord Mali, qui va remplacer ces territoires? C'est bien ce que je dis. Ça aurait été l'Algérie. Mais là, l'Algérie, elle n'a aucun accord avec la France. Ça, c'est dans la vision. Il n'y a pas besoin d'avoir un accord avec l'Algérie. Non, l'Algérie, non, je ne pense pas qu'elle va se mettre dans un bourbier. Jamais l'Algérie, elle se mettra. Elle essayera de trouver. Là, je pense que. Alors, parlez pas en même temps. Ou de l'Union africaine. La lecture de ce référendum, pour moi, la lecture géostratégique, c'était que l'Algérie change cet article pour préserver ses propres intérêts. Et donc qu'elle puisse intervenir pour défendre ses intérêts, ça c'est la face officielle, et la face cachée, au besoin. Non, jamais. Non mais c'est pour qu'elle préserve ses intérêts. Non, excusez-moi. Là maintenant l'Algérie, elle préserve ses intérêts de manière autre. Elle s'appuie éventuellement sur le retour des Russes au Nord Mali avec l'armée malienne. Là, Sofiane, on ne va pas d'accord. Ouais. C'est quoi préserver ses intérêts? Imaginez qu'il y ait des terroristes en Libye qui viennent faire des coups en Algérie et qui se retirent. Bien sûr, si l'Algérie, il menace 2014. Voilà, si l'Algérie n'avait pas changé
cet article pour pouvoir donc y aller, elle se mettrait juste sur la frontière pour voir comme un gardien de but si la balle vient ou pas. Oui. En changeant cet article, elle dit, puisqu'on vient de ce territoire-là, j'envoie mes propres troupes pour régler la question. Et donc, dans cette logique-là... Ça lui laisse une option, en tout cas. Une option. La possibilité de ça, c'est une lecture. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, que cette lecture, elle est erronée. Ça, c'est le sujet de certains qui étaient contre la constitution algérienne. Ils s'appuyaient sur cette interprétation de cet article, disant que l'armée algérienne va faire le sale boulot. Non, attendez, juste... Elle préserve ses intérêts, c'est pas faire elle le est sale en train boulot. de préserver ses intérêts d'une autre manière. Oui. Cette lecture, les forces algériennes, elles se déplacent, y compris avant même le changement de l'article de la Constitution. Les forces algériennes intervenaient dans d'autres conflits, que ce soit dans la RDC ou que ce soit au niveau Ah là, elle a intervenu. Elle a contribué au niveau de l'ONU. Oui, non, mais c'est pas la même chose. Je le dis. Là, maintenant, l'Algérie, elle donne cette capacité d'intervenir, mais dans le cadre des Nations Unies. Non. Pas dans un cadre agressif, mais c'est l'article qui le dit, et c'est même le Parlement qui doit le voter. Oui. Maintenant, les gens l'interprètent comme quoi que l'Algérie va, outre de cet article, de se défendre en dehors de ses frontières. Je pense pas qu'elle va l'utiliser dans... je l'ai lu, j'ai très bien lu, parce que c'était un débat numéro 1. Et le débat, ça veut dire que l'Algérie se donne les moyens de s'autoprotéger, y compris en faisant des... Si l'ennemi le considère ainsi, tant mieux, mais l'Algérie, dans son but, c'est d'aider et d'intervenir dans le cadre des Nations Unies. Elle n'a pas besoin de ça. Tous les pays du monde, membres du Conseil... Demain, si l'armée malienne signe un accord avec l'armée algérienne pour pouvoir intervenir et de bombarder certains lieux où il y a des terroristes, je pense que ça ne va pas lui intervenir. Mais d'intervenir et d'envoyer des troupes pour envahir... Tous les pays du monde, membres de l'ONU, quand il y a une opération de maintien de la sécurité, décident si elles envoient, si elles n'envoient pas. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Donc elle dit oui, elle dit non. La petite Tunisie a intervenu la première fois en 61 au Katanga. Elle venait d'être indépendante. Elle a envoyé symboliquement 500 militaires. Et donc c'est pour la paix. Mais je pense, et je reste convaincu, que ce changement, c'est pour que l'Algérie se protège d'éventuellement des coups qui viendraient des 5 pays qui l'a... En tout cas, dernier mot là-dessus, Emmanuel. Non, mais il y a un dernier mot. Bon, un dernier mot, il n'y aura jamais un dernier mot sur cette question. Non, mais c'est le dernier mot. C'est ce que j'ai dit à Christophe au début de l'émission. Je lui ai dit, il suffit pas de poser plusieurs questions, une seule question, et on se retrouvera peut-être, on va finir par la Syrie, on va finir peut-être... Non, justement. Peu importe. Je recadre, moi. Peu importe. De toute façon, la formation de l'armée malienne est une priorité pour tout le monde. Oui, tout à fait. C'est une priorité pour les États du voisinage. Voilà. C'est une priorité pour l'Union européenne qui a mis beaucoup d'argent. Oui. 8 milliards d'euros quand même, pas que pour ça, mais enfin, la stratégie Sahel, c'est 8 milliards d'euros, c'est une stratégie pour la France, même si elle se redéploie, et c'est une stratégie, et c'est tant mieux pour l'Algérie, pour le Maroc et d'autres, peu importe. Ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est qu'on ne sortira pas de cette question sahélienne sans vraiment définir l'ennemi qu'on a en face. Pour certains, à Bamako, les gens du Nord, les Touaregs, les Arabes, les populations arabes, sont des gens dont il faut combattre l'envie de quitter dont l'irrédentisme pose problème. Eux les considèrent comme des ennemis ou des opposants. D'autres pays, c'est le cas de l'Algérie, ne les considèrent pas comme tels. Donc à un moment ou à un autre, il faut juste que l'on définisse les modalités du vivre ensemble de part et d'autre des frontières. Après, il y a une question sur laquelle tout le monde est d'accord. Mais là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est qu'il faut éradiquer les groupes terroristes. Bien sûr. Qui, eux, occasionnent... Ansar-Dine, par exemple. C'est fini, Ansar-Dine. Maintenant, ils appartiennent... Non, mais Ansar-Dine, c'était il y a longtemps. Micro. Il y a Dal-Ghali. Maintenant, il y a Dal-Ghali qui maintenant a fusionné tous les mondes. Réponse rapide, Emmanuel. Est-ce que la France va finir par... Alors, juste une phrase. La priorité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes civiles. L'ONU l'a rappelé, durant les 3 derniers mois, il y a eu 600 victimes civiles. Ça, tout le monde doit être préoccupé. Et si l'Algérie peut jouer son rôle et doit jouer son rôle, ben c'est... Là, maintenant, il y a les sociétés privées Wagner avec l'État malien, et je pense qu'il y a un soutien... Est-ce que la France va partir, messieurs? Est-ce que la France va finir par partir? Est-ce que on va retirer toutes les troupes de l'opération Barkhane ou pas? Bah non, il a jamais été dit qu'on retirait les troupes. En tout cas, du Mali, est-ce qu'on va se barrer ou pas? Non, il a dit qu'on va diminuer le nombre par 2. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on va partir. Là, la question qui se pose, est-ce que cette tension diplomatique entre les autorités maliennes et les autorités françaises vont demeurer encore pour combien de temps? Parce que rester là-bas... Il y a une tension là quand même pour bien sûr, quand on voit le discours du Premier ministre malien au sein de l'ONU, le Premier ministre malien, il peut être aussi débarqué, hein. Ah, c'est... Oui. Non, mais... Bon, c'est pas lui qui est au pouvoir. Hein. Le président, il s'appelle Assimi Goïta. Un mot sur le Mali. Mais c'est pour ça que Assimi Goïta ne s'est pas lancé, il a laissé Maïga. La difficulté, pour mon dernier mot, c'est que on a d'un côté la France qui est une structure stable, qui sait ce qu'elle veut, et en face, notamment au Mali,
ça risque de bouger tous les jours. Si demain il y a un coup d'État, le prochain il dit non, on fait tout avec la France. Il peut y avoir un troisième coup d'État. Voilà. Dans un instant, les tensions au Maghreb. Ça nous intéresse. Algérie, Maroc. Rien ne va plus. Pourquoi? Quelles en sont les conséquences? À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec 3 éminentes personnalités aujourd'hui pour aborder des sujets complexes et assez délicats. C'est pour ça qu'il est intéressant parfois de se retenir et pas de réagir à chaud et d'observer un petit peu ce qui se passe. Avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, avec Tarek Mami et Sofiane Nakdari qui sont avec nous aujourd'hui pour parler de ces tensions en présentiel. Maghrébines. Et en présentiel. Et en présentiel, absolument. Oui, ça y est, c'est terminé le télétravail, tout ça. Avant que Véran nous l'interdise, parce qu'il y a ce qui paraît pour une 3e dose prochainement. C'est ça. Et d'ailleurs... au bout de 70 jours de la deuxième piqûre. A priori, c'est même pas a priori. Au bout de 70 jours de la deuxième piqûre, il faudra refaire la 3e. Sinon, on pourrait être considéré, c'est une proportion, sinon on pourrait être considéré comme non vacciné. Ouais. Et ceux qui ont été vaccinés il y a plusieurs mois, ils font comment? 7 mois par rapport à la deuxième date. 7 mois, t'as dit 70 jours? Non, 7 mois. 70 jours. 70 jours, si, c'est 70 jours. Ouais. En gros, 3 mois. Ouais, c'est pas 7 mois, donc 60. Non, excusez-moi. En gros, 3 mois. On a tous été vaccinés depuis 3 mois. Ah bah oui, moi aussi. Hein. C'est bon, les personnes âgées commencent à avoir... Ils ont recommencé la 3e dose. Et à partir d'aujourd'hui, sachez que les tests PCR et antigéniques sont payants. Voilà. Pour les non vaccinés. Pour les non passés par le pass. Exact, parce que pour ceux qui sont vaccinés... Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Pour les vaccinés, on est tranquille, Emmanuel. C'est gratuit. Vous allez m'économiser 50 €, c'est bien. C'est bien, oui. 44 € pour le... là-bas aussi, 44 € pour le PCR. Tadjikistan, avec le président qui était là hier. 22 € pour le test antigénique. Si vous le faites en laboratoire, 25 € en pharmacie. Voilà, les prix. Donc, et 25 € si vous faites le test antigénique le dimanche en pharmacie. 30 €. Alors, les tensions au Maghreb... elles ont connu plusieurs épisodes, on va dire, dans l'histoire. C'est pas la première rupture diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, deux pays qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, pour tenter de comprendre, et va être un petit peu notre objectif, donc cette brouille, et quelles peuvent en être les conséquences. On sent qu'il y a effectivement 2 États qui s'affrontent sur un terrain principal, on va dire, c'est le Sahara occidental, mais pas que, puisque l'Algérie accuse nommément le royaume chérifien d'être derrière des incendies survenus cet été en Kabylie, dans une des régions d'Algérie, rappelons-le, et pas que, donc d'abriter aussi des mouvements tels que le MAC ou encore Rached et d'autres comment dirais-je, je sais pas comment on peut les qualifier d'ailleurs. Organismes, voilà. Structures. Voilà. Et il y a eu plusieurs épisodes, et donc récemment, Alger qui a signifié donc la rupture diplomatique avec le Maroc. Et voilà. Alors, Sofiane. Alors, je lance le débat. Oui. Aujourd'hui, on fait tout tourner autour du Sahara. Oui. Je rappelle juste qu'en 1962, il n'y avait pas encore la question du Sahara, mais qu'il y avait déjà une première mésentente. Il y a eu une guerre, ce qu'on appelle la guerre des sables, en 63. Tout à fait. Voilà. Et donc, on n'a pas attendu la question du Sahara occidental, née en 1975, sur laquelle je dirais moi tout à l'heure un mot, pour commencer donc à avoir une confrontation. Même j'irai plus loin, même la réconciliation avec l'accord qui a été signé entre Hassan II et Chedli Benjdid pour le retour de l'Union du Maghreb. On a laissé la question du Sahara de côté et on a essayé avec l'intermédiaire à l'époque de l'Arabie Saoudite. Moi, je rajoute un élément de complexité. La question de la tension au Sahara est concomitante de la question des frontières au Sahara, puisque je rappelle que la Mauritanie a aussi fait la guerre avec le Maroc par rapport à cette question. Il y a eu des tensions très fortes sur les frontières libyennes. Même question, la bande d'Aouzou, c'est à peu près la même chose. Revendication de la part. Je mets en perspective en disant que c'est pas juste une question algéro-marocaine, c'est une question des frontières au Sahara telles qu'elles ont été tracées au moment des indépendances, c'est-à-dire entre 1957 et 1960. En fait, on va faire simple, c'est la France qui s'est barrée. Même là, le Maroc a enclenché 2 guerres pour récupérer ces territoires. Sur l'histoire, avant qu'on parle d'aujourd'hui, en fait, le Maroc a fait 2 choses un peu difficile à comprendre. La première, c'est qu'il n'a pas reconnu l'indépendance de la Mauritanie, sauf au bout de 9 ans.
La deuxième, c'est qu'il n'a rien revendiqué de 1962, disons 63, jusqu'à 1975 sur le territoire sahraoui. Et surtout qu'en 73, il y a un sommet qui va se tenir au Maroc. En 75, c'était un territoire espagnol. Hein. Non, mais c'est pour ça que je viens. Voilà, mais c'est même, pour ça. Mais même après, c'était un territoire espagnol. Mais même après, non, c'était un territoire espagnol. Mais le Maroc n'a pas avancé de revendication de récupération territoriale jusqu'à 75. Et le plus important, historiquement, je parle, et c'est factuel, et Emmanuel, on est sur 2 points d'histoire, c'est qu'en 73, il y a un sommet au Maroc dans lequel la Tunisie, l'Algérie et le Maroc revendiquent quoi? L'indépendance du Sahara. Donc 2 ans avant la marche verte. Et ça, ce sont les éléments de compréhension pour savoir qu'il y a l'effet historique et après il y a les non, et surtout accepter par la suite de partager le Sahara avec la Mauritanie. Tout à fait. Les 2 tiers et 1 tiers. Tout à fait. Si donc, ça m'appartient, moi, comment je vais partager un truc qui m'appartient avec le voisin? Donc ça, ce sont les éléments. Il y a tellement d'éléments, mais après, je pense que la question du Sahara occidental. Le problème commence en 75. Mais moi, je pense à mon avis, cher Tarek, que la question du Sahara occidental n'est qu'un épouvantail. Le fond du problème entre l'Algérie et le Maroc, à mon avis, c'est 2 visions complètement différentes. Une vision algérienne de géostratégie. Le Maroc a toujours été du côté atlantique. Voilà, aujourd'hui, le Maroc a participé à la guerre en Libye, le Maroc a participé à la guerre en Syrie, le Maroc a participé à la guerre au Yémen. Voilà, le Maroc, il est directement lié aux pétromonarchies du Golfe et en quelque sorte à l'Occident. Ça ne doit pas toujours porter chance d'ailleurs. Avec des entrées et des sorties. Des sorties, on a bien vu l'attention qu'avait au Maroc de pouvoir se positionner soit pour le Qatar, soit par l'Arabie Saoudite avec le conflit en 2017 et 2016. On a vu le Maroc vraiment dans une position difficile. On voit bien que le Maroc aujourd'hui, c'était un vassal qui devait impliquer une certaine géostratégie. L'Algérie, c'est l'opposé. Il y a une guerre qui est souterraine par des vassaux, par des éléments autres. Par exemple, en Algérie, le Maroc a utilisé tous les opposants au système, qui soit religieux avec Rached ou que ce soit identitaire avec le MAC et même le Congrès pour le fameux projet de Temesra, etc., et c'était logé au Casablanca. On a vu une implication directe du Maroc, ça peut se comprendre. Hein. La justification a été vue que l'Algérie soutient le Polisario. Nous soutenons toute organisation qui permettra d'affaiblir et d'abattre le régime algérien pour de récupérer des territoires et de redessiner la carte que jusqu'à aujourd'hui le Maroc prétend être jusqu'au Sénégal, etc. Alors sur la question de frontières qu'Emmanuel a juste effleuré, là-dessus. Oui, on va revenir là-dessus. En fait, on se trouve face à 2 principes de droit international acceptés par tous. Le premier, c'est l'acceptation des frontières issues de la colonisation. Le deuxième, c'est le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes par des référendums. Et donc, si on regarde historiquement, on peut dire que le Maroc a été un grand empire, je dirais pas colonial, pour ne pas tomber dans le travers de notre discussion de tout à l'heure, mais que le territoire marocain, à un certain moment, au XVe siècle, il y a longtemps, c'est allé jusqu'à Tombouctou. Donc, maintenant, on va revenir à la Numidie, et jusqu'à Tombouctou. Voilà. Bon, après, s'il vous plaît, toujours sur des points historiques, en 1830, quand la France va coloniser l'Algérie, les frontières de l'Algérie d'aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient en 1830. Et c'est la France qui a mangé un peu de frontières à gauche, à droite, parce qu'elle était sûre de rester éternellement, comme dirait l'autre, pour son amour pour Israël, sauf que dans la vie, il n'y a jamais d'éternel. Et donc, la bataille va arriver en 62, et c'est en 62 que les uns et les autres devraient accepter ces 2 principes. Donc, le mot d'ailleurs il est extraordinaire, c'est frontières intangibles issues de la colonisation. Et de l'autre côté, donc, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, c'est cette contradiction diplomatique, géostratégique. Il bouillonne, Emmanuel. Il bouillonne. Il faut lui donner la parole. Allez-y. Emmanuel. Il y a un élément qu'on oublie quand même. Oui. C'est qu'au-delà, moi je suis assez d'accord avec Sofiane, évidemment avec Tarek, mais je suis d'accord avec Sofiane sur les 2 options diplomatiques suivies par le Maroc et l'Algérie qui sont radicalement différents eu égard à la guerre froide. Il y a aussi un autre élément, c'est la géographie. Le Maroc est une puissance atlantique autant qu'elle est une puissance maghrébine, autant qu'elle est une puissance musulmane, une puissance arabe et une puissance ouest-africaine. Et méditerranéenne. Et méditerranéenne. Bien sûr, méditerranéenne. Pourquoi je méditerranéenne? Comme l'Algérie. C'est un cri dans la Constitution. Comme l'Algérie au Sahel et le Maroc qui est au niveau de... Oui, sauf que l'Algérie n'est pas une puissance atlantique. Oui, mais bien sûr. On part à l'inventer une thèse quand même, mais c'est là. Ça a son importance stratégique. C'est-à-dire que pour l'instant, l'Algérie s'est toujours pensée dans sa profondeur stratégique, c'est-à-dire africaine.
continentale, et donc verticale et horizontale, alors que le Maroc a toujours eu une vision de sa diplomatie globale. Parce que c'est par ce biais que les relations diplomatiques se sont établies avec les États-Unis en 1766. C'est par ce biais que la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal en ont fait des comptoirs. Et c'est par ce biais, évidemment, qu'elle ambitionne d'avoir un rôle qui n'est pas purement africain. Cette divergence diplomatique trouve une complexité, et là pour le coup il faut balayer devant notre propre porte, puisque nous Français avons un peu mis la zizanie en se disant que pour éviter, non mais sur ce point-là précisément, pour éviter que les deux pays en devenir, on est en 1950, entre 1954, la guerre avait commencé, et on est juste avant, et avant 1956, à l'aune, de 1956, et la fin du protectorat au Maroc et en Tunisie. Et la France décide, par le général de Gaulle, de créer une organisation, l'organisation commune des régions sahéliennes, dont le but était de casser les deux et de faire un État horizontal. Et donc, c'est un peu là d'où vient la difficulté, parce qu'on s'est appuyé sur nos propres estimations de frontières, avec une volonté d'affirmer la césure entre le nord et le sud Mali, entre une partie de la Mauritanie qui jusqu'à présent tient, mais bon, il y a aussi des velléités aussi d'indépendance ou d'irrédentisme mauritanienne, et bien évidemment la question saharienne, qui a aussi son origine avec les profondes divergences qui ont pu exister entre l'Espagne et la France. Ça, c'est l'histoire. Il se trouve... Non, mais on va pas faire... On va pas l'histoire, les gars. L'histoire, c'est très important. Oui, non, mais d'accord, mais là... Ça explique le problème. Il se trouve que vous êtes dans un studio qui s'appelle Studio Brahim Hasmaïl, et que c'est Brahim Hasmaïl qui a assisté pour traduire les discussions entre les Mozabites en langue française et Lacoste, qui à l'époque venaient vendre l'histoire de la fameuse République du Sahara. Et donc la France, effectivement, comme vous le dites, Emmanuel, a essayé de charcuter. Elle a essayé de faire à l'anglaise, sauf que les Anglais ont réussi leur charcutage et pas les Français. C'est vrai qu'il ne faut pas focaliser sur l'histoire, mais on ne peut pas comprendre c'est bien de le faire, mais on ne peut pas comprendre la situation. Non, mais Christophe, j'insiste, on ne peut pas comprendre la situation. Justement en pensant que c'est juste une opposition entre le Maroc et l'Algérie. C'est pas vrai. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a donc cette rupture diplomatique, on est tous d'accord. Les conséquences, moi ça m'intéresse. Par exemple, sur le point du gaz, il y a un gazoduc là qui va être inauguré, enfin qui va entrer en fonction, je crois. Non, qui va s'arrêter au 31 octobre. Le 31 octobre, qui s'arrête le 31 octobre. On rappelle que ce gazoduc passait par le Maroc. D'accord. Pour alimenter, il va passer directement de l'Espagne vers l'Algérie. Pour alimenter l'Espagne. Voilà. Non, on voit bien qu'il y a une guerre, il y a un bras de fer entre le Maroc et l'Algérie. Sur ce sujet précis, sur les gazoducs. Tu veux répondre sur le gazoduc ? C'est très simple. L'Algérie est la première puissance gazière continentale. 29% du gaz africain se trouve en Algérie. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe si un gazoduc ferme, en l'occurrence le gazoduc Medgaz, il y a deux gazoducs qui parlent d'Algérie, un qui passait vers le Maroc, vers l'Espagne, et un autre qui passe vers la Tunisie et l'Italie. Donc il y aura un renforcement de l'axe algéro-tunisien-Italie aux dépens de celui vers le Maroc et l'Espagne, c'est tout. Non, mais l'Espagne maintenant, il y a un gazoduc directement. Il y aura une dérivation. Il y est. Et on commence même à faire des essais à partir du 1er novembre. Il n'y a pas de dérivation. Donc il ne passera plus. C'est une nouvelle création d'un gazoduc qui part du sud et qui monte tout droit. Même pas, c'est de Alicante directement à Bénissaf. Non, mais je parle, c'est pas le même tuyau qui allait sur le Maroc, c'est un parallèle. C'est ce que je dis, c'est une dérivative. Maintenant, ce qui m'intéresse, et je profite que Emmanuel soit là, c'est qu'ils nous disent à peu près à partir du 31 octobre, si l'Algérie arrête de livrer le gaz au Maroc, surtout quand on voit les prix qui ont augmenté de 250 à 300%, même y compris en Europe, et on a des budgets qui commencent à... Oui, on le voit. Le Maroc, même au niveau du GNL, au niveau du gaz liquéfié, ils arrivent pas ils auront des difficultés à importer parce qu'ils n'ont pas les réserves ou ils n'ont pas vraiment pensé à... Alors la compensation viendra de la Chine, qui a fait des investissements massifs à Tanger Med, une bonne partie des investissements chinois. Alors, les chiffres sont sans doute exagérés, on parle de 8 à 10 milliards. Mais enfin bon, peu importe la tonalité des chiffres, la Chine a massivement investi à Tanger. Donc, le gaz viendra par bateau, container, enfin par porte GNL, enfin je sais pas, comment on appelle ça, tanker, ça c'est une option. L'autre option... Et le coût ? Ça va être terrible. Mais le deuxième... Le coût, ça n'a pas une grande importance à partir du moment où le prix du gaz, il n'est pas défini par rapport au client, il est défini par rapport au producteur.
Et par rapport à la capacité de production, on l'a bien vu avec Poutine. C'est Poutine qui détermine le prix du gaz. C'est pas l'acheteur, c'est Poutine. C'est Gazprom. Alors, en plus, c'est ça. C'est même pas Poutine, c'est Gazprom. Enfin, Gazprom, c'est Poutine. Peu importe. Et donc, vraiment pour être rapide, Christophe, ça c'est la première option. La deuxième option, et là on rejoint la grande politique, c'est que comme les États-Unis et le Maroc se sont rapprochés, je rappelle qu'il y a eu, que l'on veuille ou non, par le biais et le truchement de l'ancien président, la reconnaissance de la marocanité du Sahara le 10 décembre dernier. Même si c'est un peu fléchi avec les tweets du ministre des Affaires étrangères américain. Le tweet, il a disparu aussi que Trump a disparu. Un tweet n'est pas un acte diplomatique. Bah oui, mais c'est ce qui s'est passé, Manuel. C'est un geste diplomatique. C'est un geste diplomatique. Alors, je reprends, et là-dessus... Juste le geste diplomatique, les États-Unis soutiennent la nomination d'un nouveau envoyé spécial. Oui, peu importe. Quand on reconnaît... Ah bah oui. Si on se fie au tweet, le dernier tweet de Anthony Blinken où il cite le Sahara occidental 2 fois. Mais après, on peut laisser Emmanuel. Non, mais vous jouez sur les mots. Non, jouez sur les mots. Un tweet ne change pas une politique. D'accord. Et avec là-dessus, on est tous d'accord. Et avec Trump, alors. Mais on n'est plus sous l'époque de Donald Trump. Voyons, allons, arrêtons. Chers auditeurs, arrêtons. Interrogation. Là, on n'est plus... C'est Trump qui gère par tweet. Blinken ne fonctionne pas comme ça. Quand quelqu'un d'autre vient gérer par tweet, ça marche pas. Blinken ne fonctionne pas comme ça. D'un point. Non, d'une phrase. Parce que j'ai pas fini mon propos. Les États-Unis, nonobstant la décision vis-à-vis du Sahara, ont décidé d'aider le Maroc à se doter de réserves. Voilà, ça résume mon propos. Tout à fait. Et c'est incontestable, c'est tout. Non, mais ce qu'on peut remarquer ces derniers temps, c'est que l'envoyé spécial qui a été refusé il y a quelques mois par le Maroc, Di Mistura, aujourd'hui, la diplomatie marocaine vient d'accepter sa nomination. C'est pas que les Marocains qui bloquaient Di Mistura. Mais aujourd'hui, il est là. Il est nommé. Et le Maroc a accepté à partir du 1er novembre l'activité. Mais le Maroc n'était pas celui qui bloquait le plus. Hein. Oui, mais alors, la question de mais là, maintenant, sur le passage El Guergueret, qui est très intéressant, parce que Guterres, il appelle les autorités marocaines à retirer leurs troupes. T'en penses que d'ici là, ils vont retirer les Marocains, ils vont écouter ou... moi, je suis mais j'ai pas su la réponse. Tarek nous a empêché de savoir la réponse sur le gaz. Moi, je sais. Encore une fois, je serais bien incapable de dire quelle va être la position et la posture ou la pratique de Mistura, qu'après tout, le président Stoller, Horst Stoller, donc l'ancien président allemand, n'a pas réussi. Donc, c'est quand même une mission assez titanesque. Depuis James Baker aussi. On revient loin. C'est quand même une des plus difficiles missions. Sur le gaz, Emmanuel, t'as pas répondu sur le gaz. Comment ça, j'ai pas le gaz liquéfié chinois qui viendrait. Mais j'ai dit. Est-ce que ça va suffire? J'ai dit les Chinois et les États-Unis. J'ai répondu. Et au niveau budgétaire, au niveau budgétaire, on s'en fout puisque les prix sont gelés. Oui, mais est-ce les prix du gaz sont gelés en termes de besoins, par exemple? Mais par rapport au budget ancien, ils avaient des avantages. Je réponds à votre question. Ça n'aura pas un impact insurmontable pour le Maroc. Alors, pour répondre à la question, peut-être même il y a une caisse qui était dédiée à ça après la normalisation. Je pense qu'ils ont pu. Moi, je dis pas ça. Je dis juste que en constituant des stocks, on éponge la hausse des prix. Très bien. Alors, pour répondre à la question de Christophe, demain. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que malgré tout ce qui se passe entre les deux États et les ministres, on a un sentiment populaire de deux côtés de la frontière qui ne fléchit pas et qui ne suit pas la vague, malgré le matraquage, j'allais dire, pour faire simple, de part et d'autre, contre notre pays. Pour les Algériens, le Maroc, ça serait X. Et pour les Marocains, l'Algérie, c'est Y. Et quand vous voyez un match de foot, ou quand vous voyez les chansons, ou quand vous voyez les gens parler, y compris aujourd'hui à Marrakech ou à Annaba, les Marocains sont nos frères. Et donc, c'est peut-être là qu'il y a toujours l'espoir que l'histoire se reconstruit pour demain. Par contre, le problème, c'est que l'Algérie, le Maroc, la France et la Tunisie perdent, si j'ai bien compris, 1 point de PIB tous les ans à cause de cette guerre et que si les 3 pays du Maroc... Le budget africain surtout. Vous dites que la France, on s'en fout, c'est les Africains entre eux. Non, mais les 3 pays du Maghreb déjà... c'est le commerce intra-africain. Déjà, donc si ces 3-là venaient acheter les choses ensemble, le prix serait plus bas. Et l'économie serait meilleure. Et cette question de liberté de circulation, qui est le poumon qui a construit l'Europe, aujourd'hui est freinée. Et peut-être que... ça va durer, Tarek? Ça va durer, selon vous? Oui, quelque temps. Mais moi, mon espoir, c'est quoi? C'est qu'à certains moments, je pense qu'il y en a encore pour une décennie de souffrance, c'est que les nouvelles générations qui vont arriver, ils vont essayer de trouver le moyen pour couper le politique et le social. Moi, je dirais même, cher Tarek, on va mettre la liberté de circulation entre les peuples,
et on réglera le problème politique. Quand je vois l'attitude du Maroc, je me permets de dire d'être optimiste, et même le 31 octobre, on risque peut-être même de voir le gaz algérien arriver au Maroc, parce que la diplomatie, tout est possible. Le dernier discours du président Tebboune allait dans ce sens, il prétendait ce genre de situation, parce que... Tu veux dire qu'il a tendu la main ? Pas tendu la main, mais on voit que le Maroc a répondu un peu à l'appel de l'Algérie. Le Maroc avait aussi tendu la main avec le discours du roi en juin dernier. Mais en même temps, de poignarder derrière le dos, le discours du roi il était un peu crédible, le premier discours peut-être, mais après avoir découvert toutes les preuves de l'attaque marocaine par derrière, c'était un peu malvenu. Mais moi, je pense que l'appel à l'arrêt de l'hostilité marocaine vis-à-vis de l'Algérie commence à être entendu. On a eu le dernier discours de Omar Hillel dans le sommet de Belgrade des non-alignés, où il n'a pas cité la Kabylie. Alors que lors du dernier sommet, il a cité le mot Kabylie, où il a parlé, c'est ça, où il y a eu le début de l'implosion de la relation entre l'Algérie et le Maroc. Omar Hillel avait même montré une carte géographique parlant de la Kabylie. L'Algérie, elle était outrée, elle a demandé des éclaircissements de la part de la diplomatie marocaine, est-ce que c'était juste un échange de Omar Hillel ou bien du Maroc officiel. Il n'y a pas eu de réponse, et c'est à partir de là. Et il y a 2 jours, Omar Hillel n'a pas cité, il a appelé même l'Algérie à y adhérer dans le processus politique. Il a pensé qu'il était résolu. L'ancien président Ben Ali, qui n'était pas un chantre de la démocratie, avait proposé en 2009 à laisser les hommes d'affaires travailler ensemble, les universitaires travailler ensemble, les gens plus ou moins circuler, en disant... La convention d'Agadir en 86, ça n'a jamais marché. Hein. Non. C'est pour ça qu'il a parlé d'hommes d'affaires, de créer donc une chambre de commerce des 3 pays. De toute façon, et parce que les hommes d'affaires, eux, ils vont chercher des intérêts financiers, faire travailler les gens. Et donc, si on leur dit, le Sahara, c'est pas votre problème, ils vont pouvoir avancer. Et les universitaires, pareil, pour les recherches, notamment sur l'histoire des... J'espère qu'on reviendra à cette vision, non pas parce qu'elle a été dite par Padali, mais parce que les rapports humains peuvent influencer de la société civile, et surtout qui fait son travail. Alors, ce qu'on voit, c'est la sagesse des autorités. Pardon, Emmanuel. Vas-y. C'est la sagesse des autorités où ils parlent des peuples, ils veulent pas impliquer les peuples dans cette région. Non, alors moi je vois un autre élément qu'on n'a pas évoqué, c'est les éléments convergents des 2 diplomaties. Oui. Et ça, je crois que c'est quand même un élément. C'est très important. C'est un élément qui, à mon avis, pourrait permettre d'apaiser les choses. Alors, sur le Mali, il y a une relative acceptation du rôle historique du Mali. De l'Algérie au Mali. Du Maroc. Parce qu'historiquement, la Tidjaniya de Fès a inondé intellectuellement et spirituellement depuis le 18e mais qui est dirigée aujourd'hui en Algérie à la droite. Hein. D'accord. Mais historiquement, la Tidjaniya de Fès, elle était au Maroc. Voilà, ça c'est un point. Historiquement, toute l'Algérie appartenait au Maroc. Et puis après, évidemment, la dimension du rôle militaire de l'Algérie. Après, il y a un autre élément, c'est la Libye. Là-dessus, je pense que le président Tebboune, comme le roi du Maroc, et j'espère le président Kais Saïd, ont sans doute là un angle de convergence. Premièrement parce que il faut un peu occidentaliser au sens littéral du terme. Tunisie, Algérie, Maroc et bien sûr le Niger, et peut-être moins orientaliser, c'est-à-dire que les ingérences viennent de l'extérieur oriental. Les Émirats Arabes Unis, la Russie, le Qatar, la Turquie et l'Égypte. Et je crois que si on maghrébinise le dossier libyen, ce sera dans l'intérêt de tous. Et c'est là un projet sur lequel les 2 diplomaties peuvent très bien s'entendre. Donc c'est une option. Non, je pense que la question libyenne, elle est résolue, à mon sens. Hein. Pour le moment... Elle n'est pas si résolue que ça, parce que les élections ne vont pas avoir lieu. Donc pour l'instant, c'est balle au centre. Ouais, on voit bien, il y a des tentatives de torpiller un peu le processus, mais pour le moment, on parle plus de division. Voilà, on parle de retour de Kadhafi. Le retour du fils, ça sera compliqué. Dans le pseudo-sondage, puisqu'il n'y a pas de sondage dans ces pays, on donne donc... Saif el-Islam, oui. Saif el-Islam très haut, et le 80%, deuxième... On dit 80%. Et le deuxième, c'est Haftar. Mais Haftar en même temps, il a oublié, mais ils lui ont sorti des dossiers. Haftar en même temps, le Congrès américain vient de voter une loi. Je parle des sondages, et qu'au deuxième tour, c'est quand même Saif el-Islam qui serait très haut, et c'est Haftar qui serait obligé d'avoir Si vous me permettez, parce que c'est un dossier que je suis en particulier, et avec les communicants d'Haftar et avec les communicants de Saif el-Islam, encore faudrait-il que Saif el-Islam montre bien qu'il est bien vivant et qu'il a envie d'aller à l'élection présidentielle. Qui a vu Saif el-Islam récemment ? Alors, j'ai une question simple. Il a répondu par écrit à une interview au New York Times cet été, mais pour l'instant, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne sais pas s'il est candidat. Dans un instant, on termine sur ce sujet. On dira aussi un petit mot de la Tunisie. Ma question sera très simple. Qui a le plus à perdre, finalement, de cette rupture à long terme
pas maintenant, tout de suite, mais à long terme, entre l'Algérie et le Maroc, au-delà des peuples. Là, je parle vraiment de la diplomatie et des diplomaties et de leurs alliés. Et on parlera donc de la Tunisie et de Monsef Marzouki tout de suite. Ah oui, non, si je me trompe d'ordinateur, ça va pas aller. 10 minutes,